Bonsoir tout le monde. Alors je donne une petite explication pour le décorum, qui est un petit peu différent de ce que vous voyez d'habitude. C'est qu'en fait on a beaucoup réfléchi avec Adrien. On a fait une géopolitique historique et on est arrivé à la conclusion que si les Romains ont été si forts en conquis un empire, c'est parce qu'ils mangeaient couchés, premièrement, n'est-ce pas? Bref, pour vivre heureux, vivons, non pas vivons cachés, mais vivons couchés. Voilà. Donc allez, je vais parler sérieusement. En fait, j'ai une jambe qui me fait très mal. Au point que j'ai des problèmes pour marcher. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus, mais enfin, j'ai des rendez-vous médicaux. Et j'ai plus d'état de misère normal à 80 ans passés. Alors, je ne voudrais pas perdre trop de temps avec vous. C'est juste pour expliquer pourquoi Adrien a la gentillesse de me filmer dans une position où ma jambe ne me fait pas trop mal. Voilà. Si le chat veut bien me laisser, voilà. Et je voudrais aujourd'hui revenir un petit peu au dur, si vous voulez, ou au lourd, comme vous dites souvent, de la philosophie, c'est-à-dire, par exemple, à ce que dit Kant, des raisons pour lesquelles, après des siècles de tâtonnement, tout d'un coup, le discours de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences dures est devenu ce qu'on appelle scientifique. Parce que dans la génération, je dis la génération, je veux dire la vôtre, mais enfin, il y a parmi les gens qui m'écoutent des gens très jeunes, et il y a des gens qui ont mon âge, hein, c'est plus rare, mais il y en a. Mais enfin, statistiquement, quand même, la plupart ont entre 25 et 35 ans, statistiquement. Et je constate que pour la génération, a fortiori encore pour ceux qui sont plus jeunes, je dis a fortiori parce que il s'agit d'une tendance qui est récente historiquement et donc ceux qui sont plus jeunes sont encore plus imbibés par la tendance que je vais définir, c'est qu'il y a beaucoup de malentendus à l'égard de la science en général. Entre des extrêmes comme la petite suédoise, là, je dis ça sans aucun machisme parce qu'elle est toute jeune, comme elle s'appelle, Greta Thunberg, je crois, c'est ça. Vous savez, la championne d'une certaine écologie qui n'est pas la mienne, vous savez, mais enfin, il y a pire. Hein. Quand elle dit « écoutez les scientifiques », qu'est-ce qu'elle y connaît? D'accord? Qu'est-ce qu'un prof de physique dans un lycée français aujourd'hui, alors là, oui, je change de niveau, qui connaît beaucoup mieux la physique qu'elle, mais qu'est-ce qu'il connaît lui-même de ce qui se discute entre les plus grands savants de la planète, peu importe de quelle région, les nobelisables, si vous voulez, vous voyez. Et lorsqu'ils discutent du boson de Higgs ou de l'énergie noire, hein, ou du Big Bang simplement, vous voyez, on n'est pas toujours tout à fait d'accord sur toute la ligne. Et voilà qu'elle dit écoutez les scientifiques comme si c'était la grammaire anglaise. Et qu'il n'y avait qu'à apprendre par cœur. Non. Je sens qu'il y a un point commun dans plusieurs points de vue de l'opinion, de la doxa. C'est pas pour le plaisir de parler grec, c'est que ça a une importance pour mettre certains termes en relation, de leur donner leur nom, leur radical. Vous retrouvez doxa dans paradoxe, par exemple. Mais il y a une tendance, je critique souvent l'écologisme. Vous m'écoutez depuis longtemps, je ne vais pas vous faire l'injure de vous faire découvrir aujourd'hui que je ne confonds pas l'écologisme avec l'écologie véritable, c'est-à-dire un ensemble de disciplines qui ne sont pas les miennes, donc là je ne me prononce pas, qui sont véritablement scientifiques, la glaciologie, l'astrophysique, la météorologie, sont des disciplines très sérieuses
qui ont fait des progrès énormes, et sur lesquels je ne me prononce pas. Je ne parle pas de ça. Vous savez que je ne m'attaque jamais à ces disciplines-là, je m'attaque au discours écologiste. Celui qui en gros dit que l'homme c'est mauvais, que la nature c'est bon, quoi. J'ai l'air de simplifier, de caricaturer, mais vous savez, c'est un peu le quotient quand on creuse un peu. Comme vous le savez, j'ai vécu longtemps en Afrique. J'ai vu arriver la climatisation, à peu près dans les 60s en Côte d'Ivoire. Vous voyez ? Aux États-Unis, l'air conditioning, comme on dit là-bas, il est dans les mœurs depuis les années 20-30. Pourquoi je parle de ça comme exemple ? Comme exemple de quoi ? Je rappelle mon sujet qui se dessine un peu ce soir. C'est une certaine méfiance à l'égard de la science, de la technologie que vous trouvez dans le discours écologiste, pas dans l'écologie véritable, bien sûr. En particulier dans la deep écologie, celle qui dit qu'il faut carrément la décroissance. Vous avez entendu parler de ça, j'invente rien. Il y a des prophètes de la décroissance, qui est d'anciens ministres socialistes qui se sont rendus célèbres là-dedans. Y compris d'anciens animateurs de la télévision française. Il ne faut pas plaisanter avec ces trucs-là, c'est pas seulement des clowns sur le petit écran. N'oubliez pas que c'est un mec qui était un clown sur le petit écran qui jouait dans des séries B, dans des westerns de niveau même pas calculable, tellement que c'est nul et répétitif, qui ont donné le président des États-Unis d'Amérique, de la plus grande puissance du monde, Reagan. Mais oui, à l'origine, c'était un acteur de séries télévisées. Et quand je dis séries, c'est pas les séries que vous regardez, qui sont travaillées un peu le scénario, non, c'était... Vous voyez, moi je les ai vus en Afrique parce qu'on les donne comme poubelle aux pays en voie de développement comme ça. Oui, quand il descendait de la passerelle d'un avion, là, quand il atterrissait, il faisait hi. Ils sont tout le temps à Hollywood, ces gens-là. D'accord ? Alors, je suis en train de parler de quoi ? Je suis en train de dire que il y a une tendance étrange, c'est que l'humanité la plus engagée et celle qui doit le plus et qui profite le plus du progrès scientifique et de ses applications technologiques, c'est là où on voit le plus grand nombre de discours anti-science. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, je vais citer Lacan, là, une fois n'est pas coutume. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est assez rare. Mais tout de même, il a une phrase que je trouve une des plus fondamentales chez lui, où il ne parle ni de libido, ni d'inconscient, enfin pas explicitement, mais où il dit « Avant de signifier quelque chose, toute parole signifie pour quelqu'un. » Et vous savez l'importance que joue dans la transmission que j'essaye de faire en permanence. Les efforts que nous devons faire pour bien distinguer les quelque chose et quelqu'un. Ça, c'est un quelque chose. Adrien, qui est en face de moi, c'est un quelqu'un. Vous, à qui je parle, c'est un quelqu'un. Avant, cette phrase est capitale. Avant de signifier, donc de faire sens, quelque chose, toute parole signifie pour quelqu'un. Alors j'ai commenté quelque chose, quelqu'un très rapidement, mais le mot le plus important de la phrase, c'est avant. Il n'a pas dit que le quelque chose ne compte pas. Si je vous dis passez-moi le sel, ça compte la chose, bien sûr. Je n'ai pas envie que vous me passiez le sucre. Mais je parle à quelqu'un quand je dis ça. Nous sommes trois. Moi qui dis passe-moi le sel, celui à qui je dis passe-moi le sel, ça fait 2, et le sel lui-même, ça fait 3. Ce triangle qui définit le champ symbolique, où il y a une relation entre deux sujets, mais toujours en fonction d'un objet qui est celle entre les tipis des tribus indiennes dans le Far West, peau rouge comme vous voulez, Far West américain, se passe le calumet, vous voyez. Le calumet c'est le quelque chose, mais on le passe à quelqu'un. Il est fait pour être partagé, comme le bédo plus tard dans les 60s, dans les salons.
Je parle pas du bédo ouvrier là, je parle du bédo à la mode, celui auquel Gluska a consacré de bien belles pages. Celui qui consiste à faire brancher, vous savez, je ne parle pas de celui qui existe depuis toujours et qui permet de faire que la vie ne soit pas seulement cette vallée de larmes, n'est-ce pas? Je dis ça parce que lors de la crise économique la plus grave que ce qu'on appelle l'Occident ait subie avant celle que nous vivons, c'est-à-dire celle des années 30, c'est à ce moment-là qu'on a institué la prohibition de l'alcool. Vous voyez, il y a une continuité dans ce que je dis. Je ne suis pas en train de passer du coq à l'âne en permanence. Je suis en train de tout le temps de creuser les mêmes problèmes. Comment on a pu oser dire à l'ouvrier, non seulement on va te foutre au chômage, 20 millions de chômeurs aux États-Unis, en 29, enfin en 31, 32, 20 millions. Puis là-bas, ça ne pardonne pas. Il n'y avait pas les allocations chômage, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait quelques sous populaires pour une marge. 20 millions de chômeurs. Ben, tu n'auras pas de boulot, ta femme va te quitter, et tu n'iras pas au bistrot parce qu'il n'y a plus d'alcool. Mais c'est une violence, ces trucs-là. Je ne suis pas en train de justifier les drogues. Je suis en train de dire que le réel est rationnel. Et qu'il y en a qui se droguent, c'est qu'il y a des raisons. Et si Marx a eu l'intelligence de dire que, à propos de drogue, que la religion est l'opium du peuple, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il faut le répéter. Pardon, je fais une parenthèse, c'est pas un détour. Mais Gluskar, dont la mère était institutrice, quand on lui disait Michel, donne-nous ta méthodologie, tu parles jamais de ta méthode, Ma méthode, c'est celle que ma brave mère ne faisait que répéter, l'institutrice, quand elle disait « il faut répéter, répéter et encore répéter, jusque ça rentre », n'est-ce pas? Ah oui, c'est pas très Montessori, c'est pas très pédagogie non directive, ce que je dis, c'est pas bobo, hein? Mais ceux qui dominent le monde, ils sont passés par là. Enfin, ceux qui dominent le monde. Ceux qui ne sont pas en train de perdre toute leur vie à la gagner, ce qui n'est pas pareil. Non, non. C'est comme de belles résidences secondaires. Après avoir qu'ils ont financé avec de l'argent tiré de révoltes, de révolutions, quelquefois de génocide. Je fais une deuxième parenthèse, mais j'aimerais tellement que partout où il y a un grand chantier, vous savez, quand vous prenez, vous voyez des plaques, d'accord, Conseil général a donné tant, financement tant, vous savez, construction de logements sociaux ou construction d'une gare ferroviaire, peu importe. Et quand vous voyez des grands chantiers avec des panneaux, j'aimerais qu'on mette une magnifique villa, un palais, un hôtel de luxe. Je voudrais qu'on mette les origines des fortunes qui sont là, vous voyez. Il y en a qui croient que les violences, c'est ce qu'on voit placer une bombe ici, égorger quelqu'un avec un couteau là-bas. Bien sûr, c'est terrible, c'est violent et je le condamne. Non, mais les plus violents, c'est des gens qui font jamais ça, qui sont dans un bureau et qui déclenchent des guerres où il y a des millions de morts. Ils égorgent pas un pauvre Pékin qui passait par là et qui n'y était pour rien. Non, ils font des millions de morts. Il faut se méfier des yeux, hein. Alors justement, je voudrais terminer cette introduction, m'excusant par avance pour la tenue, pardon pour ce pantalon fantaisie, mais c'est le seul que je supporte depuis qu'il y a eu la canicule, là ça va un peu mieux, puis et ma jambe le supporte mieux. Je voudrais lire un texte avec vous, creuser un texte, qui n'est rien d'autre que, je vous donne la référence, la préface à la seconde édition, donc il y a eu 2 préfaces, la préface à la seconde édition de une des plus grandes avancées de l'histoire de la philosophie, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on soit pour ou contre, de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant.
Et oui, ah, la philosophie avant Kant et après Kant, c'est intéressant. Hein. Kant, alors je vous rappelle tout de même, pour bien faire quelques rappels très brefs, que Kant effectue un peu la somme, vous savez, la somme, le bilan complet de ce siècle qu'on a surnommé le siècle des Lumières. Nous sommes donc fin XVIIIe siècle en gros, la dernière partie du XVIIIe, n'est-ce pas? Kant, philosophe un peu plus allemand, très strict, très... Je dis ça parce que chacun connaît les... Enfin, chacun. On sait bien, dans le milieu de la philosophie, que Kant, c'était celui qui avait une vie extrêmement réglée, extrêmement stricte. Quand je dis allemand, c'est ça, c'est un peu une caricature. Hein. Les Allemands ont aussi les transgressifs les plus hardes qui soient. Hein. Encore que, je me permets quelques détours parce que je vois des tas de commentaires qui disent qu'on préfère c'était détours. Alors je me gêne un peu moins, mais et vous savez très bien, pour les plus intelligents d'entre vous, que quand je fais des détours, c'est que je suis tout le temps en train de suivre le même cap depuis le début. Je fais allusion à quoi? Je suis en train de dire que les Allemands sont un peu stricts, un peu... là-bas, quand vous êtes viré dans une boîte, on enlève tout de suite votre nom de la porte, comme aux États-Unis. Il n'y a plus votre nom, mais c'est en 24 heures, il n'y a pas de... Et puis il faut être à l'heure quand on a un rendez-vous d'affaires, mais les Japonais pareil. Moi, je crois être un des rares parmi vous, de communauté, d'avoir embauché un Japonais quand j'étais au Niger, n'est-ce pas? Parce que je voulais qu'il m'aide à ce que les musiciens nigériens, c'était une des missions de notre centre, ne se fassent pas trop arnaquer avec des publications, des cassettes de leurs compositions sur lesquelles ils ne percevaient aucun droit parce que la cassette se baladait dans droit d'auteur au Nigeria. Enfin bref, donc j'avais demandé à ce jeune japonais de me construire un studio d'enregistrement là, pour qu'on puisse enregistrer dans le centre les productions de nos élèves qui, dans certains, font maintenant le tour du monde avec leur récital, n'est-ce pas? Une fois, on avait rendez-vous chez l'ambassadrice du Japon à Abidjan, en Côte d'Ivoire, alors que j'étais au Niger, mais le Niger n'est pas un poste assez important pour le Japon. Hein. Il est très important pour les Français, ancienne colonie, tout ça. Bref, et donc, il y a une ambassadrice au Niger qui a une fonction régionale, hein, qui représente aussi le Japon pour le Burkina, le Mali, le Niger. Donc on était allé la voir solennellement, il m'avait préparé le rendez-vous et il m'a dit « Monsieur Pagani, il faut être 5 minutes avant, parce que chez nous, vous ne pouvez pas avoir une seconde de retard. » Vous voyez, bon, vous savez tout ça, les anglo-saxons c'est un peu pareil, et les Allemands n'en parlons pas. Et pourquoi j'en parle? Pour l'exception, je vous ai dit, ils sont un petit peu très stricts, mais ils sont aussi extrêmement hard. Je m'explique. Vous voyez au feu, quand vous allez traverser dans Berlin ou dans Leipzig, vous voyez des jeunes, des tatouages sur l'épaule, du hard, alors, de l'épaule jusqu'aux mains, du cou jusqu'aux chevilles, avec 15 comment ça s'appelle, piercings sur l'oreille, vous voyez. Mais arrivé au feu, même s'il n'y a pas de voiture, 2 km à gauche, 2 km à droite, ils attendent le feu vert. Voilà, je voulais vous raconter ça pour montrer qu'ils sont quand même bien allemands. Même cela. Kant, c'était le côté un peu vraiment très sobre et très réglé. Hein, c'est ça qui est le plus connu dans les anecdotes qu'on raconte sur lui. Il faisait tous les jours la même promenade, après avoir bossé dans une bibliothèque où il avait mis des ficelles qui étaient accrochées au plafond et au bout duquel il y avait des mouchoirs pour pas qu'ils perdent de temps. Time is money, vous savez. À fouiller dans ses poches pour chercher ses mouchoirs, vous voyez, il écrivait la critique de la raison pure, dont on va lire un extrait, et il prenait un mouchoir, poum, et puis un autre après, poum. Ouais. Bon. Et il faisait la même promenade, à 1 mètre près tous les jours, jusqu'à un certain point où il faisait demi-tour pour revenir. Et 2 fois seulement, il est passé outre. C'est le 15 juillet pour être le premier à voir les gazettes annonçant la prise de la Bastille.
Vous voyez que je suis mon fil. Je le situais fin 18e, c'est-à-dire les années 80, les années de la Révolution française, n'est-ce pas? Et puis, la deuxième fois il a transgressé, c'est pour être le premier à avoir un exemplaire du contrat social de Rousseau. Kant, celui qui disait que Rousseau était le Newton de la morale. Revenons, non pas à la morale, à la philosophie de l'action, mais à la philosophie de la connaissance, à la philosophie des sciences. Voilà, si vous préférez snober un peu plus, la science se disant l'épistémé chez les Grecs, la philosophie des sciences, c'est cette partie de la philosophie très importante qu'est l'épistémologie. Dans cette deuxième préface à la critique de la raison pure, ou plutôt cette deuxième préface à la critique de la raison pure, est un must, pardon de parler un peu vulgairement, de l'épistémologie, de l'histoire de l'épistémologie. Pour la comprendre, je préfère vous. Je vous ai dit la phrase de Lacan, avant de signifier quelque chose, toute parole signifie pour quelqu'un, ça s'applique à la parole de Kant. Il s'adresse à un public, il ne s'adresse pas aux paysans, à l'époque, il s'adresse à un public de gens cultivés, etc., aux intellos de l'époque, à ceux qui étaient dans le vaste mouvement des Lumières. Mouvement essentiellement français, cette fois, et non pas allemand. Essentiellement, même si c'est un Allemand, Kant, qui en fait le bilan le plus grandiose. Sans doute le plus rigoureux. Mais il s'adresse un peu à cet esprit des Lumières, mais pour montrer dedans leur point faible. Leur point faible, c'est le mauvais empirisme. Je vous le dis avant, parce que sinon, il y a des passages sur lesquels on va glisser sans bien comprendre l'enjeu. L'empirisme. Empiria, c'est l'expérience, tout simplement. C'est faire le tour de, vous voyez, et vous le retrouvez, le tour de empiria, empirisme, périphérique, mais oui, vous voyez bien le périph, le tour, dans périmètre, vous voyez, c'est empiria. Faire l'expérience et faire le tour de la chose, là, dans le laboratoire, très bien. Seulement, pour beaucoup de gens, une immense majorité d'ailleurs dans l'opinion, y compris même chez beaucoup de marxistes que vous êtes dans mon public, j'en suis ravi. Sauf que c'est pas tellement se rapprocher de Marx d'être un empiriste mécaniste. Je veux dire, il ne faut pas croire que la matière, c'est ce que je vois et ce que je touche et ce que je sens. Regardez, je touche cette table de nuit, ma main est arrêtée par du plein. La matière, c'est pas du plein. Tous les physiciens savent très bien qu'il y a incomparablement plus de vide que de plein là-dedans. Que tout ça, c'est un amas d'atomes, ça vous le savez, mais vous ne savez pas ce que vous savez. Ça veut dire qu'il y a des atomes, oui, mais la distance qu'il y a entre le noyau, le dernier électron, ou entre les atomes, est une distance énorme entre lesquelles il y a du vide. D'accord ? Et comment ça se fait que mon doigt ne transperce pas ? Eh bien, parce que les atomes de mon doigt sont plus gros que ceux qui... ceux de la table sont plus gros que ceux de mon doigt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis l'empirisme, l'expérience sensible, si vous voulez, il ne faut pas confondre la matière. Moi, je ne suis pas en train de combattre le matérialisme. Au contraire, je dirais même. Pour comprendre, pour se rapprocher du véritable matérialisme qui ne peut être que scientifique, il faut se méfier de la tendance que nous avons à confondre la matière et les objets des sens, c'est-à-dire ce qu'on appelle en philosophie depuis Platon, depuis longtemps, le sensible, le fond de la caverne. Ah, tu cites un idéaliste, ah ben voilà, tiens donc. Eh oui, mais l'idéologie dominante, il y a longtemps que c'est plus l'idéalisme. Pendant longtemps, c'est la religion qui dirigeait les sociétés. L'idéalisme confortait, n'est-ce pas, le point de vue religieux. Maintenant, le philosophe contemporain qui est peut-être le plus répandu dans l'idéologie dominante, c'est Karl Popper. C'est-à-dire lui aussi un philosophe des sciences, qui dit que Marx, Freud, tout ça, ça vaut rien.
Ce qui compte, c'est la non-falsibilité de nos hypothèses. La falsibilité au contraire de nos hypothèses. Il faut qu'elles soient falsifiables. C'est-à-dire, il faut que mes propositions, mes discours, je résume encore ce qu'il dit, je ne crois pas que je le trahisse, qu'on me le dise, que mes propositions se prêtent à des preuves, à des expériences qui peuvent permettre aux autres de voir que ce que je dis n'est pas vrai. Alors on dit, ah là, quelle grande invention. Mais comment une invention? Mais ça fait 2500 ans, au moins 2500 ans qu'on est d'accord là-dessus. Si Euclide, ou les gens qui tournent autour de ce nom, c'était une équipe aussi, n'est-ce pas? Si Euclide, ou un peu moins connu, mais Diophante d'Alexandrie, qui est un des fondateurs de l'analyse, si Al-Kharizmi, d'une manière générale, les Arabes du XIIIe et du XIVe siècle, de Damas à Bagdad, n'est-ce pas, qui ont pratiquement inventé l'algèbre. Vous savez que l'algèbre est un mot arabe, comme tout ce qui commence par al, que ce soit l'alhambra ou l'almanach ou l'alcazar, c'est un mot arabe, n'est-ce pas? Ça veut dire exactement un membre luxé. Vous savez, c'est luxé, une partie de mon bras qui s'est déboîtée de l'articulation et qu'il faut remettre. Vous savez, l'algèbre, membre d'une équation. Vous voyez. Donc, si tous ces gens-là, depuis toujours, savent très bien qu'il faut démontrer, justifier ce qu'on dit. Pour montrer que c'est vrai, il faut aussi savoir prouver que le contraire est faux. Il y a comme ça des célébrités qui reposent sur des arnaques, je veux dire. Je vous garantis que ce philosophe fait l'objet d'un culte dans le monde anglo-saxon, par exemple, qui est le monde le plus empiriste d'ailleurs, comme par hasard. C'est pas seulement une querelle scientifique que je suis en train de faire, je suis pas un savant moi-même, de quel droit? Non, c'est qu'il y a un enjeu politique énorme. C'est que tant que je limite la vérité scientifique au monde des objets, ce qu'on appelle maintenant, à votre époque, les sciences dites dures, parce que les objets, il paraît que c'est dur. Moi, je veux bien, mais enfin, j'aime bien la gélatine aussi, quand elle est sucrée. Qui n'est pas moins matérielle, n'est-ce pas, que l'acier. Si le fait que l'immense majorité de l'opinion confond la matière, contre laquelle je n'ai pas dit un mot, et encore moins contre le matérialisme, et le sensible, qu'elle croit que pour avoir la connaissance, il suffit d'avoir les sens bien aiguisés. Il y en a encore qui croient que Newton était endormi dans un pré en Angleterre, quelque part, il somnolait, il devait faire la sieste. Et puis il a été réveillé par la chute d'une pomme, et il s'est dit, mais voilà, j'ai compris l'attraction universelle, mais vous vous rendez compte? Il a attendu de voir une pomme, mais c'est incroyable ce qu'on raconte. C'est pas ça l'histoire des sciences. Il en avait fait des équations avant de voir tomber les pommes. Et même si cette pomme lui inspirait quelque chose, celle qu'il a vue tomber, car il y a toujours quelque chose de vrai au fond des anecdotes, ça avait un sens pour celui qui avait fait des milliers d'équations. Et là, on n'est plus dans l'empirisme. Car si je vous dis A égale B implique B égale A, il n'y a rien pour les sens, là. Ça ne se voit pas à l'œil, ça. Leibniz promenait ses élèves dans le parc pour faire ses causeries, son enseignement, sa transmission. Et il disait à ses élèves, hommes ou femmes, garçons ou filles, il leur disait, trouvez-moi dans le parc 2 feuilles identiques. Sous-entendu, vous savez bien qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'égalité dans le réel, au sens vraiment mathématique. Comment ça se fait que c'est une science qui ne parle pas du réel, la mathématique, que c'est par le détour de cette science qu'on a enfin cessé de dire des conneries sur le réel? C'est quand même bizarre, ça. Ça s'appelle le paradoxe épistémologique. Comment ce qui fait que ceux qui ont le plus misé sur l'œil pour comprendre le monde qui nous entoure se sont plantés dans l'Antiquité? Je vais y revenir, au cas où il y en a qui ne comprennent pas là, tout de suite. Et qu'au contraire, ceux qui ont arrêté de regarder et qui ont raisonné, vous voyez la différence, regarder, c'est être un miroir passif,
dans lequel rentrent les rayons lumineux. Je vois la lune, je vois les étoiles. C'est ce que faisaient les astronomes chaldéens de la Mésopotamie. Ils montaient sur ce qu'on appelait des ziggourats. Vous savez, des tours, la tour de Babel. Babel, Babylone. Les Babylones s'élèvent gigantesques dans l'ombre de Babel ruiné. Ils croyaient qu'en se faisant sur une tour de 30, 40, 50 mètres, on allait comprendre mieux ce qui se passe dans les galaxies. Enfin, ils ne savaient même pas qu'il existait des galaxies. Dans les étoiles, vous voyez, alors que celui qui a fondé, on va en parler dans le texte de Kant que je vais vous lire, Galilée, qui fonde la physique moderne pratiquement, n'est-ce pas? Même si Copernic avait déjà fait sa révolution je vous voyez mon lapsus de l'héliocentrisme, Galilée insiste dans ses œuvres, je vous renvoie ici aux admirables études galiléennes d'Alexandre Koyré, K-O-Y-R-E, Alexandre Koyré, qui est un de nos plus grands épistémologues des années 50-60, et qui a écrit les admirables études galiléennes. Alors lui, il connaît bien les textes de Galilée, il ne parle pas dans son dos, où il montre que Galilée n'est pas satisfait avec sa fameuse lunette de Galilée, il ne se contente pas de voir. Il dit « Je ne suis pas satisfait tant que je n'ai pas trouvé l'équation mathématique qui rend compte de ce que j'observe. » Et c'est ça qu'on va essayer d'illustrer là-dedans. Comment se fait-il, n'est-ce pas, que le discours sur le monde qui nous environne n'est devenu scientifique que depuis qu'on a cessé de se contenter, n'est-ce pas, de fixer nos sens sur le monde qui nous entoure comme des mouches, parce que les mouches, elles ont des yeux fantastiques, hein, avec 100 facettes. Hein. Ça ne fait pas pour cela de grandes physiciennes. Hein. Comment se fait-il que c'est lorsque on a fait le détour par la médiation de ce câble le plus loin apparemment de ce que nous voyons tous les jours, de ce à quoi nous nous heurtons tous les jours, à savoir les mathématiques, c'est ce qui est le plus loin du monde dans lequel nous nous heurtons tous les jours, n'est-ce pas? Aller voir avec l'œil un polygone de 15 000 côtés, c'est pas plus difficile à concevoir qu'un carré, un polygone de 15 000 côtés égaux, un polygone régulier, n'est-ce pas? Vous savez que plus il y a des côtés, plus le polygone tend vers le cercle, qui est sa limite, n'est-ce pas? Bon, comment ça se fait? Eh bien, c'est ce que Kant le premier a compris, et comme par hasard, à la fin du siècle de lumière, au moment où cette science fait des avancées fantastiques, je pense aux mathématiques de notre compatriote d'Alembert à l'époque, et je termine mon introduction à Kant, au texte de Kant, avec cette allusion à d'Alembert. Je vous recommande, c'est dans un livre de poche, ça ne coûte rien, de toute façon c'est sur Wikisource, sur Internet de toute façon, je vous recommande le discours préliminaire à l'encyclopédie. D'Alembert a écrit le livre qui introduit au chef-d'œuvre du siècle des Lumières, qui est l'encyclopédie, dont le titre exact est « Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des techniques ». Hein, faut pas oublier. Et je vais essayer de me mettre ici. Alors, d'Alembert commence, et la parfaite incarnation, c'est pour ça que j'en parle, pour finir mon introduction à Kant, parce que c'est ce que Kant va réfuter. D'Alembert commence par la thèse la plus empiriste qui soit. Bon, c'est pas un philosophe, c'est un mathématicien, avant tout un immense mathématicien. Mais il commence par dire toutes nos connaissances se divisent en directes et réfléchies. Au moins ça c'est clair. Si vous préférez, dans le langage philosophique on dirait toutes nos connaissances se divisent en immédiates, les connaissances directes, voilà, je vois la lampe là, et réfléchies. Je vois une photo de ma lampe dans un livre, ou sur une playlist. Les directs sont, c'est lui qui parle, hein. Les directs sont celles qui nous sont apportées par les sens, au moins c'est clair,
Et les réfléchies sont celles que nous composons à partir de ce que les sens nous apportent. Donc vous voyez, tout commence par les sens. C'est ça l'empirisme. La confusion, n'est-ce pas, de la vérité, de la réalité et du sensible, des objets et des sens. Dernier exemple que je prends, n'est-ce pas, quand je veux illustrer l'immobilité, je tape le sol avec le pied et je dis voilà, ça c'est pas les astres qui défilent, c'est pas le TGV, ça c'est le plancher des vaches, ça c'est l'immobile, c'est le sérieux. Ça bouge pas. Or vous savez que ce qu'il est en train de taper, comme tout le reste de la planète, se déplace autour du Soleil à peu près 30 km/s. N'est-ce pas? Et comme les objets se déplacent à la même vitesse, on a l'impression que c'est immobile exactement comme dans un train. Je peux mettre une pièce de monnaie sur sa tranche et si le train ne ralentit pas ou n'accélère pas, c'est-à-dire la plupart du temps, elle reste bien sur sa tranche. Faites l'expérience. Surtout sur un TGV. Voilà, même si le train va comme en Chine à quasi 1000 à l'heure. Et oui, ça existe maintenant. Alors, sans plus tarder, je vous lis cette assez incroyable préface. Je commence, alors il est à la recherche je vous rappelle de la question à laquelle il essaie de répondre, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, chacune de ces disciplines, les mathématiques, la physique, bref, les sciences dures, sont entrées dans la voie sûre d'une science, après avoir pendant des siècles, n'ayant pas été des sciences, mais une série de tâtonnements. Il commence par les mathématiques. Je vous lis le texte. Les mathématiques, dès les temps les plus reculés où puisse remonter l'histoire de la raison humaine, ont suivi chez cet admirable peuple grec la route sûre de la science. Vous voyez comme c'est précis quand les mathématiques, dès les temps les plus reculés, donc même avant les Grecs, c'est-à-dire, vous savez tous, en Égypte, à Babylone, il y avait des embryons de géométrie, d'arithmétique, pas encore d'algèbre. Ça, les Arabes créeront l'algèbre bien plus tard. Peuple de commerçants, les Arabes, vous savez. Si vous me devez de l'argent, on peut dire vous me devez moins de temps, vous voyez. Et les chiffres négatifs, ils sont apparus avec les dettes. Hein. On en reparlera une autre fois. Mais c'est intéressant. Dans le désert, qu'est-ce que vous voulez faire dans le désert? Moi, j'ai vécu dans des pays où le désert est immense. Je me demande si j'en suis revenu. Quand on comprend que les trois grandes religions de l'absolu et les religions de la transcendance, les trois que je cite dans l'ordre chronologique pour ne fâcher personne, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont apparus toutes les trois dans un mouchoir de poche géographique qui s'appelle le désert. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le désert? Le salut ne peut pas venir de la nature. Ne peut pas être écologique dans le désert. Le salut ne peut venir que d'en haut. Et c'est ce qui fera dire au Christ de l'Évangile, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà, je vous rappelle au passage. Donc il sait très bien qu'il y avait des embryons de calcul, tout ça, mais il n'y avait pas encore ce que nous appelons maintenant les mathématiques, c'est-à-dire un truc qui ne sert non pas comme en Égypte, et formidable, hein, c'est formidable, c'est pas du tout réducteur, mais qui sert non pas à une application. Quand le Nil était rentré dans son lit après ses crues ravageuses, et qu'il fallait redistribuer à chacun ses terres, lui restituer ses terres, son lopin, au fait là, on s'est vite aperçu qu'on n'allait pas à mesurer chacun des quatre côtés d'un champ carré. On s'est vite aperçu qu'en mesurant un seul côté, il suffisait de multiplier par 4 et on avait le périmètre de son champ, et même sa surface. Vous voyez? Autrement dit, on faisait de l'arpentage. Et c'est de l'origine du mot géométrie. Ça ne veut pas dire étude, métrie, ça veut dire mesure, métrone, n'est-ce pas? C'est pas la géologie, l'étude de la Terre. Non, non, on reste à la surface de la Terre, là. On n'est pas à la verticale en profondeur. Mais on fait vous avez déjà vu les gens marcher. Ils font 10 pas pour voir à peu près la longueur de la pièce ou du champ, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que sont nées les premières disciplines de mathématiques, en particulier la géométrie, la mesure de la Terre. Bon, c'est seulement à partir
de ce qui s'agite autour du nom d'Euclide, en gros, entre 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ, un petit peu après Socrate-Platon, mais aussi dans la foulée, il y avait avant Platon, Socrate, des Pythagore et les Thalès qui avaient ouvert le terrain. Mais c'est la première fois qu'il y a une mathématique systématique, où on commence par des notions dites premières, des définitions, vous voyez, axiomes, définitions, postulats, voilà, autrement dit des choses sur lesquelles tout le monde ne peut être que d'accord. Dommage que vous ne soyez pas présent et qu'on soit dans le virtuel et non pas dans le présentiel, parce que sinon, je vous aurais posé des questions, je vous aurais dit des propositions suivantes, laquelle vous semble la plus certaine, la plus sûre de nous mettre d'accord. Écoutez-moi bien. Demain, il fera jour. Le tout est plus grand que la partie. Si A égale B, alors B égale A. Je m'arrête à ces trois-là. Quelle est la plus sûre? Ben, je peux vous dire, vous n'êtes pas là pour me répondre, donc je suis obligé d'enchaîner. Je peux vous dire, quand même, pour faire qu'on fasse l'exercice ensemble, que chaque fois, on me répond soit demain il fera jour, soit le tout est plus grand que la partie. C'est vrai, enfin, je ne vois pas d'exception. Une voiture est toujours plus grande qu'un de ses phares, une maison est toujours plus grande qu'une de ses fenêtres, c'est pas possible. Ah bon? Ah bon, demain il fera jour. Allez dire ça aux Lapons ou aux Norvégiens du Nord. C'est dans 6 mois qu'il fera jour. Mais oui. Le tout est plus grand que la partie. Il y a combien de nombres entiers? Les bons élèves que vous êtes vont me répondre, ben, il y en a une infinité, monsieur. Très bien. Il y a combien de nombres pairs? Je prends une partie des nombres entiers. Il y en a combien? Mais oui, une infinité aussi. Non, ici, la partie est égale au tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dès qu'on est dans les ensembles transfinis, hein, ou bien, je pourrais même en donner encore quelques exemples, je sais que ça vous plaît, même si c'est agaçant. Tous les corps ont un poids. C'est vrai que même des poids imperceptibles pour nous, là, notre même, enfin sur des balances qui n'existent que dans un laboratoire avec des 10 millionièmes de grammes, tout corps qui exister, c'est avoir un poids. Ah bon? Alors vous ne connaissez pas le capitaine Haddock. Vous n'avez pas lu On a marché sur la Lune. Vous savez bien que, sans aller bien loin, hein, quand on est dans l'espace, là, dans une station spatiale à 100 km au-dessus de nos têtes, d'accord, le capitaine veut boire son whisky en douce, vous savez, là, pendant que les autres dorment dans la capsule, là. Et son whisky, vous vous rappelez tous, ben il ne tombe pas, il n'a pas de poids. Il flotte. Non, tous les corps n'ont pas de poids, c'est même le contraire. La règle générale, c'est que les corps n'ont pas de poids. C'est seulement là, près de la Terre, là. La masse de la Terre attire ça, nous, moi, lui, n'est-ce pas, vers son centre. C'est ici qu'il y a cette attraction-là, qu'on appelle G, hein, pour l'abréger. Un demi de GT2. Alors, en physique, on dit un demi de gamma T2, n'est-ce pas, pour généraliser, que ce soit dans toutes les directions, pas seulement vers le centre de la Terre. Et donc, alors, on corrige, non, tous les corps n'ont pas un poids. Par contre, c'est vrai que tous les corps ont une masse. Oui, c'est... Et puis après, on se heurte à des problèmes. Est-ce que le photon a une masse? Bon, allez, je m'arrête là. Pas seulement parce que ça nous éloigne un peu de notre texte de Kant, mais parce que, surtout, j'ai peut-être pas les compétences pour aller au-delà. Voilà. Je reprends et j'enchaîne. Les mathématiques, dès les temps les plus reculés où puisse remonter l'histoire de la raison humaine, l'Orient, ont suivi chez cet admirable peuple grec, Euclide, la route sûre de la science. Mais il ne faut pas croire, c'est Kant, hein, qu'il ait été aussi facile aux mathématiques qu'à la logique, où la raison n'a affaire qu'à elle-même. Autrement dit, on n'est pas dans les mathématiques appliquées. De trouver cette route royale. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il pose la question, comment on a pu tout d'un coup passer de la doxa, du fond de la caverne, du bavardage un peu contingent sur l'opinion, où il y a un mélange de vrai, de faux, on ne sait plus où on en est, à la science.
Donc, ou la raison n'a affaire qu'elle-même de trouver cette route royale, ou pour mieux dire, de se la frayer. Je crois plutôt qu'elles ne firent longtemps que tâtonner, surtout chez les Égyptiens, et que ce changement fut l'effet, et le mot est souligné, d'une révolution. Je vous conseille, quand vous voyez des mots qu'on emploie souvent tous les jours, surtout en politique, d'essayer de voir d'où il vient, quelle est sa terre, la terre d'où on l'a importé. Est-ce qu'il vient du monde technologique? Est-ce qu'il vient de l'agriculture? Révolution, ça vient de l'astronomie. La révolution de la Lune autour de la Terre. Ce qui est en haut passe en bas, ce qui est en bas monte en haut. La révolution des astres, vous voyez? On y reviendra. Et que ce changement, donc, qui a fait que les tâtonnements originaires des mathématiques sont devenus, comment il dit là, une voie royale, ce changement fut l'effet d'une révolution, le mot est souligné, enfin en italique, opérée par un seul homme, qui conçut l'heureuse idée d'un essai après lequel il n'y avait plus à se tromper. Il n'a pas dit que Euclide, il n'y a plus rien à dire après Euclide dans les mathématiques. Kant est tout sauf idiot. Non, mais après on est sûr de savoir dans quelle direction il faut marcher maintenant. Vous voyez, il n'y avait plus à se tromper sur la route, vous voyez, à suivre. Et le chemin sûr de la science se trouvait ouvert et tracé pour tous les temps et à des distances infinies. L'histoire de cette révolution intellectuelle et de l'homme qui eut le bonheur de l'accomplir n'est point parvenue jusqu'à nous. On n'a pas le détail de ce qu'a mis Euclide. Tout ne nous est pas parvenu. Et pourtant, cette révolution était beaucoup plus importante que la découverte de la route par le fameux cap. Il fait allusion, c'est l'époque où il y a les grands navigateurs, quand là, qui vont découvrir l'Océanie, l'Australie, les Bougainville en France, les Cook, pas en Angleterre. Et le Cap, c'est bien sûr le Cap de Bonne-Espérance, la route du Cap pour faire le tour de l'Afrique. Et aller vers les richesses et les épices, n'est-ce pas, de l'Asie. Donc, cependant, la tradition que nous transmet Diogène de Laërte, donc il cite un chroniqueur de l'Antiquité, en nommant le prétendu inventeur, il s'agit bien sûr d'Euclide, des plus simples éléments, c'est le titre, et éléments de géométrie d'Euclide, les plus simples éléments de la géométrie, éléments qui, suivant l'opinion commune, le contraire de l'opinion scientifique, n'ont besoin d'aucune preuve. Cette tradition prouve que le souvenir du changement opéré par le premier pas fait dans cette route nouvellement découverte devait avoir paru extrêmement important aux mathématiciens, que c'est pour cela qu'il fut sauvé de l'oubli. C'est intéressant là, ce que dit Kant. 600, on l'a gardé alors que la plupart des manuscrits de l'époque ne sont que de la poussière, n'est-ce pas, indéchiffrable. Ça me fait penser à Platon. Vous savez, je cite quelquefois la 7e lettre de Platon. Je la cite chaque fois pour montrer le rapport entre philosophie et politique. Dès la naissance même du premier grand système de philosophie écrite qui nous soit parvenu, celui de Platon. Ah, je ne parle pas d'un de ses dialogues. Je parle d'une de ses lettres. De ses lettres. On a des correspondances, des lettres qui remontent aussi loin dans l'Antiquité, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et bien là, c'est exactement ce que dit Kant. La plupart, on a presque tout perdu, sauf par exemple les présocratiques, les héraclites, tout ce qui inspire, vous savez, les gourous, là, les Heidegger et compagnie, vous savez, qui se basent sur Parménide, sur Héraclite, on n'a pratiquement rien de... On n'a aucun livre au complet, qu'est-ce que j'ai dit, aucun chapitre au complet. On a quelques fragments cités bien plus tard, chez Aristote, comme il dit là, chez Diogène de Laërte, et même Platon qui cite Empédocle des fois, qu'est-ce que je dis, Anaxagore, pardon, dans le Phédon, tout ça. Mais Platon avait un tel prestige dès son temps, il y avait un tel culte, une telle admiration, que heureusement pour nous, il y a eu beaucoup de copies de ces tablettes, de ces manuscrits, ce qui fait que sur les milliers de copies, quelques-unes nous sont parvenues. Voilà.
allez, c'est pas le centre de notre problème, donc je passe. Et que c'est pour cela qu'il fut sauvé de l'oubli. Le premier qui démontra le triangle isocèle, qu'il s'appela Thalès ou de tout autre nom, dit Kant, fut frappé d'une grande lumière, car il trouva qu'il ne devait pas s'attacher à ce qu'il voyait dans la figure. Vous voyez cette critique de l'empirisme, c'est pas avec l'œil. Il n'avait pas un système optique et visuel plus exercé qu'un autre. Euclide, non, c'est dans la tête que ça cogitait. Hein. Car il trouva qu'il ne devait pas s'attacher à ce qu'il voyait dans la figure, ou même au simple concept qu'il en avait, mais qu'il n'avait qu'à dégager ce que lui-même y faisait entrer par la pensée et construisait a priori. Un des mots-clés de Kant, n'est-ce pas? La critique de la raison pure, le titre de cet énorme ouvrage, qui fait que la philosophie ne sera plus jamais la même avant et après. On pourra penser ce qu'on veut de l'ouvrage, mais en tout cas, personne ne nie ce que je viens de dire. Pur veut dire exactement comme a priori, ça veut dire indépendamment de l'expérience sensible. Hein? Et vous voyez, quand il dit il ne devait pas, Thalès, il ne devait pas s'attacher à ce qu'il voyait dans la figure. Là, je ne peux pas m'empêcher de penser non pas à la préface, mais à l'intérieur même de la critique de la raison pure. Un passage capital que je vous recommande, y compris à ceux qui croient connaître Kant, ben qu'ils le relisent s'ils l'ont déjà lu. Et qu'ils creusent ce passage extraordinaire où Kant insiste sur la chose essentielle qui sépare la philosophie des mathématiques et d'une manière générale des sciences dures. Lui-même étant philosophe, n'est-ce pas, et ayant suivi de très près les travaux scientifiques de son époque, il a même fait des avancées remarquables en astronomie, Kant, sur le système solaire. Bon, il dit ceci comme différence. La philosophie procède par concept. Ah non, on n'ouvrait pas des yeux, on n'est pas dans la métaphysique. Le concept, là, le concept de lampe, concept d'ordinateur, concept de clavier, concept de souris, concept de table de nuit, concept d'atelier de philosophie. Voilà. La philosophie procède par concept. La mathématique procède par construction de concepts. Là, je vous fais rentrer un peu dans Kant. Ce n'est pas seulement une préface, on rentre dans le corpus. Quel travail, Kant. Quel travail. Et il dit, il ne va pas nous laisser comme ça sur cette différence qui semble être un jeu de mots. Construire un concept, c'est le représenter a priori dans l'intuition pure. Alors, je me sers de cet exemple, il faut travailler un peu, il faut être un peu abstrait, mais vous n'allez pas regretter. Il dit, pour nous faire comprendre, donnez à un philosophe un triangle. Allez, prenez un triangle et jetez-le dans les pattes d'un philosophe. Et dites-lui, de tout ce qu'il sait sur ce triangle, il sait ce que c'est qu'un triangle, il a la définition. Dites-lui de déduire de tout ce qu'il sait de ce triangle, à savoir, je sais qu'il a 3 angles, qu'il a 3 côtés, vous voyez, qu'il y a un espace enfermé par ses côtés. Dites-lui d'en déduire que la somme de ces angles fait 180 degrés. Il est incapable. Tant qu'il reste dans la stricte philosophie. Donnez-le à un géomètre, à un mathématicien. Il ne va pas rester dans le triangle en le remuant dans tous les sens. Il va construire le concept de triangle, à savoir, il va prolonger. Vous savez, la démonstration, il faudrait que... Tu as une feuille de papier blanc par là? Je me demande s'il n'y en a pas qui sont pliés près de chez toi, là, non? Attends, je crois que sur la gauche, là, sur l'étagère en bas. Ah ben très bien, oui, merci, ça devrait suffire, très bien. Voilà. Alors c'est quoi? Une lettre d'amour, tout ça, on s'en fout, hein? Non, c'est pas vrai. Alors, non, c'est un texte d'Émeric Monville, tout de même, mais que j'ai bien mieux représenté ailleurs et sur mon ordinateur, donc je peux... mais je suis content, j'ai fait sursauter les filles un instant quand même. Alors, excusez-moi, je suis malade, alors je dis un peu n'importe quoi. Voilà, vous voyez, voilà mon triangle. Je
essayer de ne pas le faire trop, voilà, quelconque, je le fais quelconque, quoi. Merde, je l'ai fait presque équilatéral, mais tant pis. D'accord? Donc, Kant dit, le mathématicien, il ne reste pas dans le concept. Il en sort, il prolonge un côté. On est à l'époque de Kant, hein. Il prolonge un côté, l'autre, voilà, n'est-ce pas? Il construit en face une droite parallèle à la base, voilà, je vais mettre même des lettres A, B, C. D'accord? Voilà, pardon, hein, je suis un très mauvais dessinateur. On le voit bien là? Bon, donc, regardez bien. Voilà le triangle, voilà la droite que le mathématicien fait intervenir, le philosophe, il n'a pas fait ça. N'est-ce pas? Et, ou alors, s'il le fait, c'est qu'il connaît les mathématiques. Hein. Et donc, ça revient au même pour la démonstration. Voilà, je prolonge les côtés, là, celui-ci et celui-là, et ça me fait ici 3 angles, dont la somme 1, 2, 3, c'est bien un angle droit. C'est bien 180 degrés, une ligne droite. Donc, vous voyez? Après, il suffit, vous voyez, cet angle-là est égal à celui-là, par les angles alternes-internes, comme on dit, et c'est fait. Donc, c'est parce qu'il est sorti du triangle. Et comment il peut le faire? Parce qu'il n'a pas que, comme le philosophe, qui ne procède que par concept, il n'a pas que le concept de triangle, il a, regardez bien, il a l'espace tout autour du triangle où il peut faire des tas de choses, prolonger des côtés, vous voyez, il a l'espace. L'espace, il n'était pas prévu dans le concept de triangle. Il est prévu un petit espace dans les 3 côtés, mais l'espace en général, comme forme a priori de la sensibilité, comme il dit Kant, n'est-ce pas? Ce que Kant appelle l'intuition pure, et oui, intuition, excusez-moi, j'oublie de vous dire, ça n'a pas du tout le sens courant, c'est pas ma grand-mère qui dit « j'ai l'intuition qu'ils vont se marier bientôt ». Non, non, c'est pas ça. Hein. Ou alors j'ai fait un rêve et j'ai l'intuition qu'un tel va mourir. Non, non, c'est pas ça. L'intuition, c'est bien du intuiri, le verbe grec, c'est tout ce qui est l'essence, justement. C'est la vision, par exemple, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, la plupart des intuitions sont empiriques. Je vois cette lampe, je vois une couleur jaune, je vois une couleur verte, j'entends un son, tout ça, c'est des intuitions auditives, olfactives, par l'odorat, visuel, etc. Mais Kant a inventé l'intuition pure, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des concepts, il y en a 2, hein, l'espace et le temps, qui sont donc les cadres sans lesquels nous serions incapables d'avoir une saisie du monde extérieur. Tout ce qu'on saisit dans le monde extérieur occupe un certain espace, même si c'est 1/1000 de micron. Et un micron, c'est déjà, je crois, un 10 millionième de millimètres, je crois. Et je ne suis pas sûr. Occupe un espace et toute chose dans le phénomène aussi occupe une certaine durée, fût-elle d'un milliardième de seconde. On a mis en évidence le fameux boson de Higgs, sans lequel toute la physique d'aujourd'hui s'écroule. Ces dernières années, on a prouvé que la théorie était cohérente en mettant en évidence, par l'expérience, les grands accélérateurs de particules à Genève. On l'a mis en évidence, mais ne croyez pas qu'on est là en train de le contempler, il a duré. On a une trace, un sillage d'un truc qui a existé pendant, je ne sais pas à quelle infime fraction de seconde. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer l'immense travail qu'il y a derrière chacune des phrases de cette préface, préface qu'on fait toujours après. Quand on a fini le livre. Le premier qui démontra le triangle isocèle, qu'il s'appela Thalès, vous allez voir comme c'est beaucoup plus clair maintenant, ou de tout autre nom, fut frappé d'une grande lumière, car il trouva qu'il ne devait pas s'attacher à ce qu'il voyait dans la figure. Vous voyez, je tiens à la remettre devant vous, à l'intérieur du triangle, là, vous voyez, dans la figure. Ou même au simple concept qu'il en avait, j'ai 3 angles, j'ai 3 côtés, ça je l'ai dans le concept de triangle, c'est bon. Mais qu'il n'avait qu'à dégager ce que lui-même il faisait entrer par la pensée et construisait a priori. A priori, c'est-à-dire indépendamment de l'expérience.
Je fais la parallèle là, hein, c'est pas l'expérience qui m'a dit tiens, trace cette parallèle. Hein. C'est parce que je sais où je vais en arriver. C'est à faire la somme des trois angles là, et après d'égaliser ces angles avec ceux du triangle. Hein. Car il trouva qu'il ne devait pas s'attacher à ce qu'il voyait dans la figure ou même au simple concept qu'il en avait, mais qu'il n'avait qu'à dégager ce que lui-même lui faisait entrer par la pensée et construisait a priori. Je vous rappelle qu'a priori veut dire avant de venir, et il faut venir, au tribunal de l'expérience. Kant n'a jamais dit qu'il fallait se passer de l'expérience. Et que pour connaître... oui, alors pour ce qui est de ce rapport à l'expérience, il y a une phrase dans la critique de la raison pure qui est capitale et que je vous dis qui est très courte et très claire. S'il est vrai que toute notre connaissance débute avec l'expérience, et avec est souligné, graphiquement, en italique, quoi. S'il est vrai que toute notre connaissance débute avec l'expérience, vous voyez que Kant ne prend pas l'expérience par-dessus la jambe. Cela ne signifie pas qu'elle, notre connaissance, dérive toute de l'expérience, et de est souligné. Et que pour connaître certainement une chose a priori, il ne devait attribuer à cette chose que ce qui, écoutez bien, dérivait nécessairement de ce qu'il y avait mis lui-même, suivant le concept qu'il en avait, suivant le concept qu'il s'en était fait, bon, voilà pour les mathématiques. La physique, comment la physique a pu devenir une science? Bon, bien sûr, historiquement, tout le monde sait que c'est ce qu'on appelait la révolution scientifique qui se passe de Galilée, qui culmine à Newton et qui dure après Newton jusqu'à ce qu'elle soit encore, elle a une extension encore plus grande, elle ne soit pas réfutée après. Mais après, on montre qu'on peut aller encore plus loin avec la théorie de la relativité, avec Einstein et quanta, bien sûr. Donc la physique arriva beaucoup plus lentement à trouver la grande route de la science. Il y a combien de temps qui sépare l'apparition des éléments d'Euclide au 5e siècle, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, des travaux de Galilée? 15 siècles. Je vais revenir sur le temps qui est long chaque fois que la science se rapproche du concret. C'est-à-dire, et le plus concret, c'est nous-mêmes, non? Allez, non, je ne vais pas le renvoyer à plus tard, regardez comme c'est important. Liste des sciences par ordre d'entrée en scène historique. Mathématiques, la première, donc en gros, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Puis la physique, alors il faut attendre 15 siècles. Puis la chimie, il faut attendre Lavoisier, 18e siècle. Ça va déjà plus vite, hein. On est passé du 16e au 18e, il a suffi de 2 siècles. Puis la biologie, avec Claude Bernard, au siècle suivant, au 19e, oui ou non? Celui qui a dit... Oui, celui qui a fondé la biologie, il a dit ça. Ah, je suis désolé pour les écolos, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? On m'envoie la science à travers la figure, donc je cite un savant qui n'a fondé rien d'autre que la biologie, tout de même. Et qui disait, le vivant, c'est le mort. Il n'y a pas de différence de nature entre la physique, la chimie, la biologie. Bon, je continue. Si on continue comme ça, ben c'est terminé. Pour les sciences dites de la nature, les sciences dures, c'est terminé la liste là. Après, il y a des pays dans les continents. Dans le continent mathématique, il y a la topologie, la théorie des nombres, l'algèbre linéaire, je n'en sais rien. Bon, après, je m'y perds. À physique, vous vous rendez compte, il y a la physique des surfaces, la physique des solides, bon, tout ce que vous voulez, théorie des fluides. Pareil pour la chimie, pour la biologie, mais c'est terminé pour les sciences de la nature. Oui, mais on peut encore pousser le scientifique jusqu'à au-delà de la nature à l'homme. Et là, on arrive à la psychologie, la sociologie, l'histoire, oui ou non? Les sciences, comme on dit, humaines ou sociales. Il y en a qui se disputent encore, qui croient qu'ils sont de gauche quand ils disent c'est pas les sciences humaines, c'est les sciences sociales. Quel ridicule. Moi, je les appellerai les sciences de l'histoire. Peut-être on va me trouver ridicule. Enfin, j'ai Marx avec moi. On peut trouver mieux, hein. Pour l'instant, moi, j'en reste là. Parce que je n'ai jamais vu de physique, de psychologie, de sociologie qui se déroule
en dehors d'une histoire. Vous voyez, depuis que l'homme existe. Même, j'inclus dedans histoire au sens extensif, j'inclus la préhistoire. Dès les silex éclatés, n'est-ce pas? On quitte le monde naturel pour le monde. Ah, écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est la langue artificielle. Un marteau n'est pas moins matériel, n'est-ce pas, qu'une mangue qui sort de l'arbre, n'est-ce pas? Mais c'est pas naturel, un marteau. C'est surnaturel, ou en tout cas c'est artificiel, si vous voulez pas qu'il y ait de jugement de valeur, avec le sûr. Allez, on raffine là et on a raison, parce que c'est les gros enjeux. Donc, la physique, je reprends et j'enchaîne, arriva beaucoup plus lentement à trouver la grande route de la science, car il n'y a guère plus d'un siècle et demi, c'était récent pour l'époque, hein. C'était récent, hein, qu'un grand esprit, Bacon de Verulam, en Angleterre, hein, a en partie provoqué, et en partie, car on était déjà sur la trace, stimulé cette découverte qui ne peut s'expliquer que par une révolution subite. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure pour Euclide. Après une lente évolution de tâtonnement, il y a tout d'un coup une révolution qui fait que ça y est, maintenant on est dans le scientifique et non pas dans la doxa, l'opinion. Dans l'épistémé et non pas dans la doxa, si vous voulez parler grec et faire les malins. Une révolution subite de la pensée. Je ne veux ici considérer la physique, écoutez bien cette phrase, qu'autant qu'elle est fondée sur des principes empiriques. C'est ça qu'il va critiquer. Et c'est le cas des anglo-saxons, hein. Vous savez que un proverbe anglais, enfin une maxime anglaise très célèbre, c'est celle qui dit « la vérité du pudding ». Finissez ma phrase. C'est qu'on le mange, mais oui, vous la connaissez, n'est-ce pas? À quoi Althusser rétorque « C'est rare hein, que je cite Althusser à titre positif. Mais enfin, il faut être honnête. Quand il dit oui, mais le problème c'est de savoir si c'est bien du pudding que je mange et non pas une éléphante cuite au bain-marie. » Réfléchissez un peu à ce contre-argument d'Althusser qui n'est pas si idiot. Hein. Donc, et là on rentre dans le vif à propos de la physique. Lorsque Galilée, et c'est en italique, fit rouler sur un plan incliné des boules dont il avait lui-même déterminé la pesanteur, ou que, excusez-moi, ce passage qui est un temps fort, si vous voulez tout oublier, retenir un passage, c'est celui qui commence là, lorsque Galilée, et ça, il est à la page 22 de la référence que nous allons donner dans le lien, c'est-à-dire de la traduction qu'il y a sur Wikipédia, là, de la critique de la raison pure, page 22. Lorsque Galilée fit rouler sur un plan incliné des boules dont il avait lui-même déterminé la pesanteur, donc vous voyez dire, à l'avance, il savait déjà quel était le poids des boules, ou que Torricelli, un autre Italien, vous remarquez, l'Italie c'était la Silicon Valley de l'époque, c'était à la pointe de la science européenne à l'époque, fit porter à l'air un poids qu'il savait, il a beaucoup travaillé sur la pression, hein, Torricelli, fit porter à l'air un poids qu'il savait être égal à celui d'une colonne d'eau, à lui connue d'avance, donc avant l'expérience, ou que plus tard Stahl, c'est un Allemand, transforma des métaux en chaux, on est plus près de la chimie là, et celle-ci à son tour en métal en y retranchant ou en y ajoutant certains éléments, ce fut une révélation pour tous les physiciens. Ils comprirent, que la raison, alors je la dis au ralenti parce que c'est peut-être la phrase la plus importante, une des plus importantes de toute l'histoire de la philosophie des sciences, que la raison n'aperçoit que ce qu'elle produit elle-même. Là, il faut s'arrêter un peu. La raison ne voit, n'aperçoit, ne saisit que ce qu'elle produit elle-même, alors que les empiristes croient que la raison, c'est un miroir, mais vide. Vous savez que s'il n'y a rien devant le miroir, et là je suis d'accord avec les empiristes, je ne suis pas fou, s'il n'y a rien devant le miroir, il n'y a rien dans le miroir. Et donc s'il y a quelque chose dans le miroir, c'est ça les empiristes, hein, c'est qu'il y a quelque chose devant. Donc nous comme sujet, si le sujet de la connaissance, le sujet de la science, le moi du savant, c'est être un miroir qui est vide tant que l'expérience n'est pas venue le féconder, un peu comme la femme. Et oui, j'ai dit féconder. Vous croyez que je plaisante? Platon et Aristote, je sais bien que c'est des Méditerranéens, donc un peu macho, mais quand même,
quand ils font la théorie de la Cora, c'est compliqué, donc je ne m'attarde pas, ça veut dire le lieu, la place, là. Qu'est-ce qui fait que ce clavier est à cette place? Vous voyez? Regardez, je l'enlève. C'est devenu quoi la place? La place, c'est quoi? Ça les faisait travailler, ça, Platon, Aristote. D'accord? Et ils disent, c'est tellement compliqué que la place, c'est comme la femme qui refuse de se laisser féconder par l'homme. Elle refuse de se laisser pénétrer par la connaissance. Hein? C'est incroyable. Hein? Ah, quand je vous dis féconder, je ne prends pas mes mots au hasard. Bon, bref. L'empiriste croit naïvement que notre esprit, il est vide tant qu'il n'y a pas quelque chose devant lui. Le sujet fait abstraction de lui-même. C'est ça le gros défaut de l'empirisme. Alors que la philosophie a commencé par ce que Socrate rappelle dans l'Apologie de Socrate de Platon, la phrase qui était inscrite au fronton du temple de Delphes, le lieu le plus sacré de la Grèce, où l'oracle dit à celui qui vient le consulter, « Connais-toi toi-même ». C'est bien de connaître les astres, la vie, heureusement. Moi je ne serais pas vivant s'il n'y avait pas eu la médecine, la chimie, la biologie. Attention, je ne dis aucun mot contre la science. Je dis un mot contre l'idéologie qui voudrait réduire le savoir aux objets extérieurs. Il ne peut pas y avoir de savoir de ce qu'est l'intérieur. J'ai donc peut-être des choses à cacher. Ah, là, je vais intervenir autre chose. Un élément négatif. Ce n'est pas le vide qu'il y a là. Il y a un trop-plein. D'accord? Propriété privée, défense d'entrée. J'ai dit tout à l'heure, je sais bien qu'il y en a encore quelques-uns qui se croient marxistes et qui vont me dire que je fais des concessions à l'idéalisme quand je dis que l'idéalisme est moins idéologie dominante, je n'ai pas dit qu'il ne l'est pas, mais qu'il est beaucoup moins maintenant que, c'est le mot que je donnerais à l'idéologie dominante dans le domaine de la connaissance, je parle, c'est-à-dire le néopositivisme, c'est-à-dire justement de limiter la connaissance aux sciences dures. C'est-à-dire, je n'ai pas dit un mot contre les sciences dures. J'ai dit, je parle contre les discours qui voudraient limiter notre investigation et nos recherches au champ des étoiles, des planètes, des cellules de notre corps, des enzymes, l'imagerie cérébrale. Et l'amour, vous savez, on sait ce que c'est les phéromone. Quand vous êtes près d'une femme, elle dégage des trucs, là, et moi, pareil. Là. Ah ben, dites donc, on n'a pas besoin des romanciers, là, pour affiner. Moi, à mon avis, on en apprend beaucoup plus dans La Princesse de Clèves sur l'amour, n'est-ce pas, que dans toutes le cognitivisme de ces disciplines-là, qu'on commence à remettre en question, heureusement. Il était temps. Mais voilà, non, l'idéologie dominante aujourd'hui, c'est le néo-positivisme. J'ai du respect pour le positivisme d'Auguste Comte. Il fallait de l'audace à l'époque pour dire la loi des 3 États. On travaille aujourd'hui, la loi des 3 États, ce soir, pardon. L'humanité passe par 3 étapes, pour Auguste Comte, l'âge religieux, l'âge métaphysique qui lui succède et l'âge positif, qui est celui pendant lequel Auguste Comte écrit et qui est en gros celui qui est consacré par les sciences dures. Alors allons-y rapidement. L'âge religieux d'abord, c'est-à-dire celui où tout dépend d'une divinité qui a des noms propres. Des noms propres. Shiva, Shinto, Jéhovah, Allah, j'en passe. Et je ne parle pas des génies qui pullulent, des noms propres qui pullulent dans les religions animistes. J'aime beaucoup l'histoire des Boris au Niger. Au Niger, il arrive qu'on ait des crises de transe, de possession. Et pour eux, pour les Nigériens, et pas seulement les Nigériens, mais les gens du Sahel souvent, cette crise de possession signifie simplement qu'on est en train d'être chevauché par un génie, par une divinité. Et ces divinités ont des noms. Ainsi, la divinité de l'orage s'appelle Dongo. Et même parmi les divinités, il y a un Capolani. Mais oui, un nom corse. Mais qui le croirait? C'est parce qu'il y a dû avoir un administrateur qui les a étonnés ou traumatisés ou éblouis, je ne sais pas. N'est-ce pas? Oui, dans le panthéon, n'est-ce pas, de mes frères nigériens, il y a même des administrateurs corses. Ou des chefs de chantier, j'en sais rien. En tout cas, des noms propres d'expatriés français.
Et donc, ça, c'est l'âge religieux, où tout s'explique par l'activité de ces divinités. Puis, il y a l'âge métaphysique, celui où tout s'explique par des principes qui ne sont plus des noms propres de Dieu, mais des principes abstraits comme l'un, le multiple, l'être, le devenir. Je vous rappelle que les présocratiques, on peut tous les aligner sur cette catégorie. Pour Parménide, ce qui est essentiel, c'est l'être. Et sa phrase clé, c'est « ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas ». Quand je disais cette phrase à mes élèves, ils éclataient de rire, les Africains. « Eh monsieur, il ne faut pas être un grand intellectuel pour trouver ça. Hein » Bon, parce qu'on ne comprend pas tout de suite que cette phrase qui a l'air presque d'être ce qu'on appelle une tautologie, hein, qu'on n'a pas besoin d'un Parménide pour le savoir, il est en train de découvrir ce qu'on appelle en logique et en mathématiques le principe du tiers exclu. Ceci est un clavier ou ce n'est pas un clavier. Le tiers est exclu. Il n'y a pas un troisième truc. Il n'y a pas « tu es mon ami, je te fais un bon prix ». Non, on n'est pas dans le commerce là, on est dans la science. Tu vois, ce qui est, ce qui n'est pas. Bon, l'être pour Parménide, l'atome pour Démocrite. Il fallait une audace extraordinaire pour dire, à chaque fois il y a un principe, hein, laïque. Cette fois, c'est plus des divinités, un principe et une citation qui résume tout. Pour Démocrite, qui a une importance énorme dans l'histoire du matérialisme, vous imaginez, c'est le premier grand. Hein. Rien n'existe que l'atome et le vide. Et oui, parce que s'il n'y avait pas de vide, les atomes ne bougeraient pas, ils ne pourraient pas faire des combinaisons. Rien n'existe que l'atome et le vide, et tout le reste est commentaire. Vous vous rendez compte de l'audace? Ça veut dire que le carton, les excréments, l'or, l'amour, Dieu, tout ça, c'est des combinaisons d'atomes. Mais il fallait oser quand même. Bon, après il y a Héraclite. Le principe, c'est pas l'être, au contraire, c'est le devenir. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Essayez de vous baigner 2 fois dans le même fleuve. Vous verrez que l'eau dans laquelle vous vous baignez la deuxième fois, c'est pas la même que celle qui coulait la première. Celle-là, elle est déjà allée vers la mer. Vous voyez, lui, c'est le devenir. D'accord? Pour Pythagore, c'est le nombre qui dirige tout. Tout est nombre. Et dans sa tête, hein, commencez pas à gamberger, c'était pas un informaticien, mais enfin, tout est nombre. À l'époque, c'était uniquement les nombres entiers naturels. Hein? Et même sans le zéro. C'était n+, je crois, on dit en mathématiques, c'est ça. Voilà. Ensembliste en particulier. Voilà. Mais c'était déjà énorme, d'ailleurs, tout est nombre. Vous vous rendez compte des applications à l'époque du numérique, où un quatuor de Beethoven, la photo d'un beau paysage, tout ça peut venir à nos oreilles ou à nos yeux à travers les écrans, à travers les enceintes, à partir de nombres discrets. C'est extraordinaire. Moi, j'ai vu la transformation. Moi, j'écoutais analogique. Moi, je suis d'une génération où le son était analogique. N'est-ce pas? Numérique. Bon. Donc ça, c'est l'âge métaphysique. Ce qui reste de l'époque religieuse, si vous regardez bien, c'est qu'il y a un truc qui explique tout. Rien. Tout est nombre, rien n'existe que l'atome et le vide, et tout le reste est commentaire. Vous voyez? C'est ce qui reste un petit peu encore du côté de l'autorité religieuse. Et puis il dit, après, le 3e stade, celui du monde moderne, de notre monde, si vous voulez, c'est ce qu'il appelle Auguste Comte l'âge positif. Ça s'est fait au milieu du 19e siècle, premier tiers, milieu du 19e siècle, hein, Auguste Comte à peu près. Qui se caractérise par le fait qu'on cesse de rechercher les causes premières et les causes finales, d'où venons-nous, où allons-nous, vous voyez, dans lesquelles se débattent encore la plupart des gens dans les discussions, les causes premières et les causes finales, pour connaître ce qu'il y a entre les deux, ce qui est déjà pas mal. Voltaire avait déjà dit au siècle des Lumières, il faut cultiver son jardin. C'est pas mal. Vous savez que j'en pince pour Rousseau, et qu'ils ne pouvaient pas se blairer les deux, pour parler français, c'est pas Voltaire et Rousseau. Mais enfin, le bon Voltaire, c'est quand même celui-là. Hein? Il a marre du fanatisme de vouloir imposer l'absolu. Voilà. Ça, c'est le positivisme. J'ai du respect, c'est une grande pensée. D'accord? Un peu, j'allais dire, un peu positiviste. C'est sûr que
Auguste Comte ne soupçonne jamais que le sujet est doublé par lui-même. Et là, je reviens à Kant, à la profondeur de Kant, qui pourtant est avant lui au XVIIIe siècle. Et oui, il faut parler de l'inconscient un peu. Ça, Auguste Comte, ça lui arrive jamais. Le mathématicien, c'est tout le contraire de l'inconscient. C'est la raison bien éveillée. Physicien aussi. Mais l'inconscient, pour Freud, je n'insiste pas, c'est évident. Mais il y en a qui croient que c'est Freud qui a inventé le concept d'inconscient, qui lui ait donné une extension considérable, et qu'il l'ait appliqué surtout à celui qui n'était pas objet de la liste que j'ai faite, mathématiques, physique, chimie, biologie. On s'est arrêté, vous avez remarqué, aux sciences humaines. À la limite, cette liste devrait se conclure par quelle discipline qui, si elle était une science, réglerait bien les problèmes et ferait couler moins de sang. Vous ne devinez pas? Mais si, il y en a qui ont deviné, je vous entends penser, c'est la politique. Si la politique pouvait se ramener à des équations, on cesserait de se disputer. Il n'y aurait pas les guerres mondiales. Comme a dit Aristote, la mathématique unit les hommes, la politique les divise. Donc voilà, si vous regardez cette progression des mathématiques, je me répète, un 4e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, le désordre dans lequel sont les sciences humaines, sociales, peu importe. Bon. Est-ce un hasard si cette progression a un sens, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de nous? Dans les mathématiques, on est un peu la science de tout et de rien, mais le plus universel. D'accord? Si A égale B et B égale A, vous pouvez dire Pierre est le frère de Paul, donc Paul est le frère de Pierre. Vous pouvez l'appliquer comment? Si A est avant B et B avancé, alors A est avancé. Hein? Ça s'appelle la transitivité, je crois, en logique ensembliste, ça. Mais, dans le cas de... c'est le monde abstrait. Et puis, avec la physique, alors là, pour la première fois, on touche le réel. C'est pas seulement dans ma tête. Là, on parle du soleil, des astres, des corps qui tombent, de la montée des eaux, de la pression. Bon, voilà. Donc déjà, ça se rapproche de nous, parce que nous, on est dans le monde concret, le monde réel. Et puis, la chimie. Et puis, la biologie. La biologie, là, on arrive aux êtres vivants. Dites donc, c'est pas la règle dans l'univers. Mais là, par contre, on n'est pas loin de l'homme, dans la biologie. Même si dans la biologie, il y a aussi le ver de terre et le bacille de cette saloperie qui s'appelle le paludisme et qui reste la première cause de mortalité au monde. Pardon pour mes amis écolos, mais je rappelle tout de même que la plus grande cause de mortalité au monde, c'est un moustique qui s'appelle l'anophèle, sa femelle d'ailleurs, tant pis pour les féministes bourgeois, n'est-ce pas? Mais les médecins femmes le savent encore mieux que moi. Un moustique femelle de l'anophèle qui pond ses œufs, qui a besoin de notre sang pour pondre ses œufs, et que je vous garantis bio comme absolument bio. Hein. Il sort d'aucune usine, hein, ce moustique. Il sort des marais. Paludes, en latin. C'est de là que vient le mot paludine, parce que les anciens croyaient que c'était les effluves qui sortaient des marais qui donnaient la maladie et la fièvre, n'est-ce pas? La malaria, mot à mot, mauvais air, malaria. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un sens qui va vers l'homme, mais comme une asymptote, mais l'homme est encore loin d'être l'objet d'une science. Même si ça fait des progrès. Et qu'heureusement, ça en fait tous les jours. Sinon, je ne serais même pas vivant. Alors, mais ces progrès-là concernent mon corps et la biologie, n'est-ce pas? Nos corps. Donc j'ai fait cette longue parenthèse pour montrer que tous les jours on parle de science dans les médias, etc. On est loin de voir de près, comme Kant, ce qu'elle présuppose, n'est-ce pas? Alors, je tenais à lire, j'ai pratiquement fini, enfin je vais terminer ce développement quand même, hein, parce qu'il est capital, je reprends le début et j'enchaîne et je finis. Lorsque Galilée fit rouler sur un plan incliné des boules dont il avait lui-même déterminé par avance la pesanteur, ou que Torricelli fit porter à l'air un poids qui savait être égal à celui d'une colonne d'eau à lui connue d'avance, ou que plus tard Stahl transforma des métaux en chaux et celle-ci à son tour en métal,
en y retranchant ou en y ajoutant certains éléments, alors une nouvelle lumière vint éclairer tous les physiciens. Dans d'autres traductions, vous savez, ce fut une révélation pour tous les physiciens. Ils comprirent que la raison ne voit, n'aperçoit que ce qu'elle produit elle-même. Donc, je fais une dernière parenthèse avant de continuer ce texte jusqu'à la fin. La raison va produire elle-même, ça veut dire que la raison n'est plus ce miroir passif et vide. Elle est une petite usine qui produit. Et si on veut rester dans les métaphores optiques comme le miroir, restons-y, mais c'est plus le miroir. C'est le prisme auquel il faut penser. Notre raison, c'est un peu ce que fait un prisme. Vous savez ce que c'est un prisme? La lumière rentre dedans, la lumière de l'extérieur, la lumière blanche, n'est-ce pas? Et quand elle en ressort, c'est une diaprure de couleur. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur du sujet. Je suppose ici que le prisme est la métaphore de ce que vous compreniez que le sujet, c'est ce qui est actif. Et je dis à ceux qui me traitent d'idéaliste, n'est-ce pas, ou qui pensent que Kant est idéaliste, je sais pas, ça peut se discuter, hein. Lui il tranche pas, mais enfin il y en a qui disent que c'est avantage d'idéalisme, je ne tranche pas ça pour l'instant. Ce que je vous dis, c'est que Marx, qu'on peut difficilement taxer d'idéalisme, fait le même travail que Kant, que le Kant que je viens de lire. Dans les thèses sur Feuerbach, quand il dit, je crois que c'est la 11e thèse, quand il dit, c'est très court, hein, je vous renvoie aux thèses sur Feuerbach, elles sont toutes sur Internet, où il dit que c'est tout à l'honneur de l'idéalisme allemand d'avoir insisté sur la Tätigkeit du sujet. Pardon de le dire en allemand, j'ai l'air de faire du Heidegger, mais ça veut dire, on contradit par l'activité du sujet. Un sujet, c'est pas seulement quelqu'un qui veut connaître, c'est quelqu'un qui a des désirs, qui a des fins, qui poursuit des buts, qui a de noirs dessins ou des dessins sublimes, peu importe. N'est-ce pas? C'est ça un sujet.